Bonsoir et bienvenue dans 28 minutes. Au sommaire, un débat de poids. Il est gros, emmerdant si je puis me permettre, incompréhensible et il pèse un bon 1,5 kg. C'est le code du travail français. Manuel Valls a annoncé hier une réforme, dit-ce lui, avant la fin de l'année. Est-ce que cette réforme sera utile pour faire baisser le chômage? Nous en débattrons tout à l'heure avec entre autres Gérard Filoche et Gaspard Koenig. Mais nous recevons d'abord la chanteuse africaine moderne et engagée, Ina Modja. Son troisième album, Motel Bamako, sort dans 3 semaines à peine. Soutien à l'Afrique, lutte contre l'excision et les traditions archaïques. Inarrêtable Modja, on est heureux de la recevoir ce soir. Bonsoir Nadia. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Arnaud Le Parmentier. Bonsoir Elisabeth. Vous avez vos listes de courses partout, tout va bien? Tout va bien. Il est organisé comme pas deux. Bonsoir Ina Modja. Bonsoir. On est ravis de vous recevoir. Voici l'album, L'Objet, Motel Bamako, troisième album. Et pour celui-ci, vous êtes retourné au Mali et vous chantez en bambara. Exactement, Pourquoi? j'avais envie de retourner vers mes racines et de faire un album plus malien où je recommence un peu comme j'ai commencé. Et du coup, je chante quasiment sur tout l'album en bambara. Votre langue natale. Qui est ma langue natale. De toute façon. Oui. On vous retrouve dans un instant, mais regardez le portrait, ou plutôt l'empreinte digitale qu'a pris de vous à travers tout ce qu'on dit sur vous sur Internet. Marc-Antoine de Porrette, regardez. D'accord. En tapant Ina Modja sur internet, on découvre que votre vrai nom est Ina Bokoum. Que signifie Modja? En peul, d'après le traducteur, pas bien, mauvais, voire petite peste. Un surnom à la fois vache et affectif, donné par votre mère. Il faut dire que vous êtes la 6e d'une fratrie de 7. De quoi développer un caractère bien trempé, doublé d'une forte personnalité. Après la chorale, les notes de la Motown résonnent dans la maison familiale à Bamako. Très vite, vous n'avez plus qu'une seule passion, la musique. À 15 ans, direction le Super Rail Band, un groupe malien mythique de papy swinger. Après vous être fait la voix, vous tracez la vôtre, direction Paris pour être mannequin. Et en 2009, vous explosez avec votre premier album. Tout aurait pu en rester là si 2 ans plus tard, vous n'aviez pas recommencé. French Cancan devient l'un des tubes de l'été 2011. Un passage par la capsule humoristique de Canal+ pendant ce temps, et vous voilà ici pour votre 3e album. Pour l'accompagner, un site internet qui nous renvoie vers Instagram pour voir vos photos, mais aussi sur Twitter, Facebook et YouTube. Vous maîtrisez parfaitement votre image sur le web. Votre combat de toujours, les violences faites aux femmes. Violences dont vous avez vous-même été victime à l'âge de 4 ans et demi, excisée par une proche de la famille soucieuse de respecter les traditions. Dans ce nouvel album, vous migrez vers d'autres combats. Des textes mordants dans lesquels vous dénoncez la guerre au Mali, des textes accusateurs où vous vous en prenez directement aux djihadistes, des textes en bambara, votre langue natale. Ina Modja, dans le contexte actuel, envisagez-vous de vous produire sur scène au Mali? Bonne question, petite pestouille, puisque Pour moi, c'est c'est ça que ça important. veut dire. Non, vous produire au Mali, est-ce que c'est possible? Je pense que oui. Oui? Oui, je suis malienne et je peux rentrer chez moi. À Bamako, À Bamako, oui. mais pas forcément dans le nord du pays. Non, pas pour l'instant. Est-ce que ce disque, vous l'avez d'ailleurs enregistré à Paris ou là-bas? Je l'ai enregistré, je suis rentrée d'abord à Bamako. J'ai passé beaucoup de temps chez mes parents, dans mon ancienne chambre. Et j'ai enregistré en partie à Bamako, à Londres et à Paris. Et qu'est-ce qui explique votre politisation, le fait que vous combattiez plus fort le djihadisme? C'est dû à l'intervention au Mali des Français? C'est dû à la menace qui a atteint toute votre famille, tout votre pays? J'appellerais pas ça politisation, plutôt un engagement qui est très important quand ton pays est en guerre. Forcément, tu deviens encore plus patriote et encore plus engagé. Et les questions qui se posent aujourd'hui ne se posaient pas avant la guerre. Comme la condition des femmes dans le nord du Mali, les réfugiés, c'est quelque chose de nouveau pour nous. Et on espérait que la guerre ne durerait pas aussi longtemps. Elle continue. Est-ce que les choses se sont beaucoup améliorées depuis 2 ans? Ou est-ce qu'on est toujours dans des situations très tendues, très dégradées, comment l'avez-vous ressenti quand vous êtes allé au Mali l'autre jour? Pas forcément à Bamako, mais dans des zones, il y a Tombouctou qui a été attaqué il n'y a pas longtemps, Sévaré où il y a eu une prise d'otages détournée et 12 soldats morts. Donc ça continue, la guerre continue malheureusement. Et est-ce que le soutien à l'opération française est fort? Trouve qu'il faudrait que les Maliens arrivent à reprendre seuls leur destin? Le soutien
il y a eu des Français, il y a eu aussi l'Union africaine, il y a eu des soldats, des militaires du Tchad, d'un peu partout. On a eu un soutien assez fort qui, d'ailleurs, a un peu tranquillisé une bonne partie de la population. Au moment où ça arrivait, c'était vital. Juste une question sur ce creuset artistique qu'est le Mali, de vous à Amadou et Mariam, en passant par Salif Keïta et plein d'autres, et des griots, et des musiciens, et des peintres. Enfin, oui. le Mali est un vrai pays de culture. Exactement. Comment ça se passe en ce moment? Est-ce que, justement, l'avancée des djihadistes, est-ce que cette contamination des esprits a eu lieu, ou est-ce qu'il y a eu une résistance? Non, il y a une résistance de la part des Maliens, parce qu'on est un peuple... on est un peuple pacifique. Parce qu'on se rappelle que les djihadistes avaient interdit la musique. Ils ont interdit. C'est d'ailleurs la musique Timbuktu, c'était oui, j'ai des amis qui font de la musique du groupe Sangoy Blues qui ont dû fuir leur ville. Ils étaient menacés. Oui, complètement. Donc ils ont pu revenir. Oui, mais dans une partie du Mali, effectivement, la musique est bannie, mais pas dans le reste du pays. La musique reste quelque chose de tellement important dans notre culture et on a une culture qui est assez riche, que ce soit dans la photographie avec Malik Sidibé. C'est un hommage à Malik Sidibé, d'ailleurs. Complètement. Malik est quelqu'un de très important pour moi parce qu'il faisait des photos de moi et de toute ma famille depuis que je suis enfant. Donc c'est quelque chose qui... À propos du Mali, à propos des guerres, des déplacements de population, comment est-ce que vous percevez, et là vraiment sur un plan sans doute émotionnel, bien que vous soyez engagé à travers pas mal d'ONG, ce qui se passe en ce moment avec les réfugiés qui arrivent en Europe et en France, et l'accueil extrêmement généreux et parfois frileux? C'est un problème qui existe depuis longtemps, mais qui a pris une ampleur incroyable. Pour moi, c'est très dur de voir ça, parce que ça montre que l'espoir et les opportunités sont tellement minces que les gens n'ont même plus peur de Alors là on voit des réfugiés africains, subsahariens. Est-ce qu'il y a une espèce de concurrence ou de jalousie ou de déception quand on voit qu'il y a de la place pour les Syriens parce qu'il y a une guerre civile chez eux, et puis il n'y en aurait pas chez vous, alors vous avez quand même connu la guerre, vous avez l'impression qu'il y a 2 poids 2 mesures entre l'Afrique et les Syriens? Non, je pense que tous les réfugiés ont besoin de notre compassion et de notre conscience de leur situation. Il n'y a pas de rivalité. Ce qui fuit est tellement grave et tellement terrible à vivre que non. Est-ce que vous êtes choqué alors quand il y en a qui disent on veut bien des réfugiés de guerre mais pas des réfugiés économiques? Les réfugiés économiques, en fait, ça vise souvent les Africains, dans ce que l'on entend dans certains hommes politiques, notamment à droite. Je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment se poser la question sur l'immigration, et si les gens partent de chez eux, c'est qu'il y a une raison. C'est pas qu'ils soient réfugiés de guerre ou réfugiés à cause de questions économiques. Il y a un vrai problème qu'il faut régler. Il y a un vrai problème qu'il faut régler chez nous et ici. Ina Modja, vous aimez en parler et vous n'aimez pas en parler. Je pense que vous avez une attitude ambivalente par rapport à l'excision, mais il se trouve que vous luttez, vous tentez de lutter, notamment au Mali, contre l'excision. L'excision, je crois que 130 millions de femmes à travers le monde ont vécu cette mutilation génitale. Vous avez été excisée petite par quelqu'un de votre famille et vous l'avez appris plus tard. À l'adolescence? Je savais que j'étais excisée. Je ne savais pas exactement ce que ça voulait dire, parce que je ne connaissais pas bien mon corps. Et avec le temps, à l'adolescence, j'ai commencé à prendre vraiment conscience de ce que ça voulait dire et sur ma féminité. Ça veut dire la honte? Ça veut dire quoi? Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire pour moi que je n'étais pas complète, que je n'étais pas une femme à 100%, que j'étais différente des autres et que j'étais moins bien. Oui. J'avais une image de moi-même qui n'était pas très positive à cause de ça. Mais je parle de l'excision sans gêne, parce que je milite depuis 10 ans contre l'excision, dont j'ai été victime, et mes sœurs également. On est 5 filles et 2 garçons dans ma famille, et toutes les 5 filles ont été chaque fois excisées. Et comment expliquez-vous que la prévalence de l'excision recule si peu? 89% encore au Mali, 98% en Somalie. Est-ce que la mobilisation est si faible? C'est quoi l'explication? C'est faire changer les mentalités, c'est une des choses les plus difficiles. Parce que c'est lié à des croyances tellement... chaque pays, parce qu'il y a le Mali, il y a aussi... c'est pas une question de religion, parce que les Coptes en Égypte... Chez les Coptes, exactement. Les Coptes en Égypte excisent également, mais je
je pense que la façon de faire, c'est pas forcément pointer les gens du doigt en les accusant de commettre quelque chose d'horrible, c'est leur faire prendre conscience des dangers, l'éducation, c'est la prévention, vaut mieux prévenir que guérir. Alors là, on est dans une vision doloriste de l'Afrique, l'excision, les traditions archaïques, la guerre, les réfugiés. Mais ça n'est pas ça l'Afrique seulement. Non, ça n'est pas que ça. Et vous le savez mieux que moi, j'imagine. Mais les clichés quand même sur l'Afrique ont encore la vie dure aujourd'hui. Il y a encore beaucoup de gens qui pensent que l'Afrique, c'est un continent homogène. Il y a même beaucoup de gens qui pensent que l'Afrique, c'est un pays et qu'il y a une capitale de l'Afrique. Et c'est des stéréotypes qui avaient été démontés de manière assez rigolote sur un site africain, en l'occurrence, avec des photos. Alors, ils reprenaient tous les clichés. Toutes les maisons ressemblent à ça, par exemple, où tu parles l'africain, hein, parce que l'africain est une langue. Et pire que ça, en fait, l'Afrique est souvent décrite effectivement comme un continent de famine, de guerre, etc. Oui. Et bien de plus en plus d'Africains et de jeunes Africains militent pour qu'on se débarrasse de ces clichés. Oui. Cet été, il y a eu une très belle initiative. C'était une jeune américaine d'origine somalienne qui avait lancé un hashtag sur Internet qui s'appelait l'Afrique que les médias ne montrent jamais. Oui. Vous l'aviez relayé d'ailleurs. Oui, oui. On y trouvait des photos sublimes de paysages, de femmes politiques, de scènes de vie, la mode qui est absolument sublime. Avant ça, il y avait un projet qui s'appelait Everyday Africa qui avait aussi montré l'Afrique autrement. Est-ce que ça vous donne l'impression que peut-être le regard est en train de changer, le regard qu'on porte sur l'Afrique? Les choses bougent un peu? Le regard est en train de changer parce que nous, jeunes Africains, on fait changer les choses, on montre autre chose. Beaucoup de dynamisme. Il y a beaucoup de dynamisme. Ma sœur est créatrice de mode, par exemple. Vous portez une de ses créations? Oui, celle-là, oui. Pour ma tournée, notamment, on utilise des tissus traditionnels du Mali qu'on détourne et qu'on intègre. Il y a une culture tellement riche en Afrique, que ce soit au niveau de l'art plastique, de la mode, de la photographie. D'ailleurs, il y a bientôt la Biennale de la photographie à Bamako. Et c'est très important pour nous de montrer qu'on n'est pas... Il n'y a pas à être misérabiliste. On a certes des guerres. Moi, je suis bien placée pour le savoir. J'en ai une dans mon pays. Mais on a aussi de la musique. La musique, je suis fière. Et surtout, on est très moderne et dynamique. Aujourd'hui, on est complètement ouvert sur le monde. Donc, j'ai envie de montrer ce visage de l'Afrique qu'on ne voit pas forcément. C'est le vôtre, en quelque sorte. Ina Modja, cet album Motel Bamako, dans les bacs le 2 octobre 2015, en concert le soir même. Bravo. Bien vu, à la Cigale. Merci. Et en tournée dans toute la France. Oui. Et puis je pense que si on va sur votre site, on trouvera le nom de votre sœur qui fait la marque de vêtements de votre sœur. Voilà. Et une expo en ce moment à la Fondation Cartier sur la peinture africaine contemporaine. Revoilà l'album Motel Bamako. Merci Ina Modja. Merci à vous. Place au débat sur le Code du travail français. Des voix réclament sa simplification, de Robert Badinter au MEDEF en passant par les think tanks de gauche. Emmanuel Valls qui annonçait hier une réforme d'ici la fin de l'année. L'exigence est unanime. Faut-il dynamiter le Code du travail afin de réduire le chômage? On en parle après la mise au point de Sandrine Le Calvez. C'est le nouveau chantier du gouvernement, moderniser le Code du travail. Un rapport, 44 propositions ont été remises hier à un Premier ministre qui ne veut pas perdre de temps. Une loi pourrait être votée d'ici l'été prochain pour réformer le marché du travail et relancer l'emploi. C'est plus de souplesse, mais pas moins de protection. Plus de souplesse, un code du travail sur mesure pour les entreprises, moins de contraintes, une idée qui fait son chemin à droite comme à gauche. Pas moins de 4 publications ces 3 derniers mois. Gilles Berset, l'un des pères des 35 heures, ou encore le socialiste Robert Badinter, plaident eux aussi pour une simplification du code du travail avec la bénédiction de la CFDT. La CGT, elle, voit rouge. Pas question d'arracher des pages au Code du travail. C'est beaucoup des attentes du patronat qui sont mises en avant. Le salarié citoyen ne sera plus égal devant la loi. Il n'aura pas la même loi, pas le même Code du travail selon l'entreprise. Les salariés seraient-ils les grands perdants d'une réforme? François Hollande assure le contraire. Faites-moi confiance. Il mise sur le dialogue social et le respect de grands principes. Pas de remise en cause du CDI, du SMIC ou des 35 heures. Alors comment relancer l'emploi sans précariser les salariés? Faut-il verrouiller le Code du travail ou au contraire, le dynamiter? Bonsoir à tous les trois, tout le monde est équipé, tout va bien. Voici Gérard Filoche, ancien inspecteur du travail, membre du bureau national du PS. Un livre, Vive l'entreprise, il est taquin, il y a un point d'interrogation, on l'aura bien noté, paru en mars aux éditions Hugo et compagnie. Vous avez les codes du travail sur la table et vous avez tweeté, ah bon d'accord,
Un seul. Et vous avez tweeté aujourd'hui, les 44 mesures que préconise le rapport sont une usine à gaz infiniment plus illisible que le Code du travail et elles favorisent le MEDEF. On va en reparler. À côté de vous, Gaspard Koenig, bonsoir. Vous êtes philosophe, président du think tank Génération Libre et dans une tribune publiée aujourd'hui par le magazine Le Point, vous dites « Notre droit du travail actuel, élaboré par le modèle de l'usine fordiste, ne répond plus aux besoins de l'économie, du savoir et des services. » Et à côté de vous, Claire Allais, bonsoir. Bonsoir. Rédactrice en chef adjointe d'Alter Eco Plus. J'ai pas le dernier numéro d'Alter Eco Plus, on peut se le procurer partout et il sera sur notre site. Et selon vous, ce n'est pas le bon moment pour détricoter le Code du travail. Alors, on va démarrer le débat avec une question, Nadia. Oui, et je peux vous dire que le sujet a déchaîné les foules, mais j'ai choisi cette question. Existe-t-il une quelconque étude montrant qu'une simplification du Code du travail a un impact favorable sur l'emploi? Gaspard Koenig, est-ce qu'on a déjà prouvé de manière claire, via des exemples d'autres pays par exemple, que désépaissir, simplifier, ça crée de l'emploi? On peut le dire, on peut le prouver? D'abord, c'est ce qui s'est passé en Angleterre assez récemment, où je vous rappelle qu'il y a 5 à 6% de chômage aujourd'hui. Ce qui s'est passé en Allemagne, où je vous rappelle qu'il y a entre pareil 5 à 6% de chômage, donc on peut le faire. Mais je pense que ce n'est pas la raison principale. Le droit du travail n'est pas là pour être opposé à la rentabilité économique ou à la croissance. Sinon, on n'aurait jamais fait le droit du travail. Si on s'était demandé au XIXe siècle si le droit du travail était nuisible à la croissance économique, on n'aurait jamais interdit le travail des enfants, par exemple, qui était la première pierre du droit du travail. Le problème du droit du travail, c'est qu'il n'est plus adapté à l'évolution de la notion même de travail. Et aujourd'hui, on ne travaille plus, comme on le disait dans cet article, selon le modèle de l'usine fordiste, c'est-à-dire de 9h à 18h au bureau et après on s'en va. Il y en a quelques-uns qui le font encore, Amazon. De moins en moins. La robotisation, la numérisation, l'économie collaborative vont faire sauter tout ça en éclats. Et en revanche, je constate que dans le Code du travail, déjà bien épais, il manque une partie. Parce que les indépendants, qui sont le paradigme de la société de demain, ne sont pas traités par le Code du travail, en passant au chapitre 7. Alors, et donc tout ce que nous proposons, c'est précisément dans le rapport que nous venons de sortir, c'est précisément un statut d'actif. Encore un rapport. Pitié pour les arbres. Encore un tir. Plus fin. Bon. C'est précisément un statut d'actif qui donne des droits aussi aux chauffeurs Uber qui travaillent 60 heures par semaine. D'accord, Gaspard Koenig. Alors, on va démarrer avec le chiffre du jour, Arnaud Le Parmentier, qu'on va soumettre à nos invités. Alors, le chiffre du jour, c'est 61. 61, c'est le nombre d'articles qui concernent le CDD. Alors, on se demande comment le travailleur peut connaître ces 61 articles qui sont censés le protéger, comment l'employeur peut-il respecter ces 61 articles? Donc on revient en fait sur la question de ce code qui serait quand même trop épais, c'est au moins l'argument qui a été avancé. Est-ce que le code du travail est si complexe qu'il ne puisse pas être respecté, Gérard Filoche? Monsieur, dans quel pays sommes-nous? Il a déjà été réduit, le code du travail. Il a déjà été réécrit. Il y a une ordonnance de 2004 qui l'a appelé à le simplifier. Il a été enlevé 10% du code, 500 lois, un livre sur 9. Donc ça n'est pas le sujet. Attendez. Un livre sur 9, n'est-ce pas? Et puis ensuite, après, il a été publié le 1er mai 2008. Qui a fait ce travail entre 2004 et 2008 pendant 4 ans? Monsieur Combrexel. Il a déjà fait ça. Et après, il a fait une communiqué à tout le monde en disant c'est simplifié, ça va faire de l'emploi. C'était en 2008, on a 2 millions de chômeurs de plus. Pas trop marché. La preuve du pudding, monsieur, quand on le mange. Parce qu'on ne peut pas contredire ça. Il a déjà été simplifié en France. Il a déjà été réécrit en France et on a 2 millions de chômeurs. Le sujet, le deuxième sujet ne serait pas la simplification. C'est qu'on ment sur le Code du travail. On vous présente toujours celui-là, vous avez dit 1,5 kg, madame. Mais c'est parce qu'il y a 675 pages de loi et 3300 pages de commentaires. C'est comme si vous éditiez François Sagan, amendé par Marcel Proust. Vous voyez, ça donne une idée différente du Code. Parce que laissons celui-là. Admettez que tout le monde n'a pas lu Marcel Proust. Peut-être. De même que c'est assez difficile pour tout le monde d'avoir saisi les subtilités du Code du travail. Du prosélytisme pour qu'on lise à la fois Marcel Proust et le Code du travail. Oui. Et en l'occurrence, le Code du travail, il n'est pas illisible. Il y a 10 articles, pas plus, qui servent au prud'homme. Bien sûr, beaucoup de gens ne le savent pas parce qu'ils ne s'intéressent pas au travail. Revenons sur le marché du travail. La question de base, c'est... mais la question, c'est... Il n'est pas trop gros, vous l'avez dit. Il n'est pas trop gros, il n'est pas illisible. C'est pas moi qui vous ai dit qu'il était trop gros. Je vous pose la question. La question, c'est on a 6 millions de chômeurs en France, 3 millions, pardon, plus tous ceux qui... chômeurs, partiels et total, ça va plutôt vers 6 Même la que 3. CFDT le dit, même M. Berger dit le code est illisible. Donc, c'est quoi le sujet? Est-ce qu'il y a trop de protection? Il n'y a pas assez de protection? Il n'y a pas assez de protection, sinon on aurait moins de chômeurs.
Et pour répondre à la question de l'auditeur, pour savoir est-ce qu'il y a des études qui montrent le lien entre le code du travail et son épaisseur éventuelle et l'emploi, c'est-à-dire est-ce que ça crée de l'emploi, il n'y en a pas d'études et Jean qui Tirole, montrent qui est ça. le prix Nobel français, a quand même sorti précisément une étude en démontrant pourquoi le contrat unique, alors moi je ne suis pas favorable au contrat unique, mais enfin, le contrat unique qui correspond à une simplification. Oui, enfin, il y a tout de même notre prix Nobel d'économie qui nous dit exactement ça. Donc, alors, Gaspard Koenig, laissons finir Claire Allais. Moi j'ai l'impression qu'en fait on tourne autour du pot, le gouvernement dit il faut simplifier le code du travail. En réalité, il veut le changer. Il veut le changer parce qu'il s'inspire à tort ou pas de l'Allemagne qui dit les réformes Schröder, c'est un assouplissement du droit du travail et il y a eu un record d'emploi. Donc est-ce qu'on est dans cette voie? Ça fait un record d'emploi pour 6-7 millions de personnes à 2 ou 3 euros. Et ils sont obligés de revoir les choses puisqu'ils ont mis un SMIC maintenant là-bas. Alors en ce qui concerne le code aujourd'hui, pourquoi il veut faire le cadeau au MEDEF? Parce que le MEDEF a dit, c'est vieux, Yvon Chotard, ça vous dit quelque chose? Oui, ça me dit quelque chose. Il était candidat à contribuant Gattaz, je me rappelle, c'était en 82. Il voulait déjà que ça se fasse comme ça. Donc ça n'a rien à voir avec l'emploi, rien à voir avec la crise. Alors, tout à voir avec de l'idéologie. C'est-à-dire que le gouvernement actuel veut plaire au MEDEF par tous les bouts. Monsieur Gattaz a dit le code du travail est l'ennemi numéro 1 de l'emploi. Alors Monsieur Valls dit c'est l'ennemi numéro 1. Le gouvernement actuel, il est de gauche? Mais bien sûr, et c'est donc absolument vous dites que aberrant. Le gouvernement actuel est un laquais du MEDEF. C'est absolument aberrant qu'un gouvernement de gauche soit ainsi au service du MEDEF et fasse ce travail contre le code du travail. C'est contre toute la tradition de la gauche, contre tout l'intérêt du salariat. Le problème, Gérard Filoche, c'est que vous ne défendez pas le travailleur de demain. Ah bon? Non, vous défendez le travailleur d'hier. Vous parlez de quoi? Des 2 millions d'ouvriers d'industrie aujourd'hui? Attendez, laissez-vous parler les uns les autres. Par exemple, parce qu'on va mettre des sabliers. Vous comparez par exemple les 2 millions de salariés de l'industrie avec les 2 700 000 indépendants, chiffre qui croît de 25%. C'est vrai, et c'est un chiffre, qui croit. 93% des actifs sont salariés. Il faut regarder la tendance. Les indépendants c'est un film qui croît de 25%. Vous voyez bien que vous faites l'auto-entrepreneur, vous comprenez bien que vous avez 1 million d'inscrits en 2 ans. Vous vous trompez. Et en 1945, celui aujourd'hui est celui qui a besoin d'un code de travail simplifié, rénové, complètement différent de ce qui existe aujourd'hui et qui nous vient de l'âge industriel et du 19e siècle. Permettez-moi de vous répondre dans ce cas-là. Non, laissons parler Claire Allais. Moi, ce que je voudrais revenir sur... Pourquoi est-ce que ce sujet vient sur le tapis aujourd'hui? Maintenant. Merci. Voilà. Alors qu'effectivement, c'est un argument ça, c'est votre hypothèse. Quelle est votre hypothèse? Depuis au moins 30 ans. Parce que les mécanismes macroéconomiques classiques n'ont pas permis de faire baisser le chômage. C'est quoi? C'est la politique budgétaire, c'est la politique monétaire. La politique... C'est un problème microéconomique, c'est peut-être un problème microsocial. C'est peut-être justement que si la macroéconomie ne résout pas le chômage, la politique budgétaire mise en place par le gouvernement aujourd'hui, c'est une politique d'austérité. Et clairement, elle n'a pas réussi aujourd'hui. On est à 3% de déficit régulièrement, donc il n'y a pas d'austérité. On a levé la barre. À faire inverser la courbe du chômage. L'austérité. Ne parlez pas tous en même temps. Du coup, désemparé, le MEDEF est revenu avec son vieil argument depuis plus de 30 ans et a dit voilà, j'ai trouvé une nouvelle cible, ça s'appelle le code du travail. Et après, il y a eu un tir groupé de rapports et c'est devenu le point à la mode. Excusez-moi, le rapport, c'est M. Badinter. Badinter est aux ordres du MEDEF. C'est un rapport Terra Nova aux ordres du MEDEF. Manuel Valls est aux ordres du MEDEF. Le gouvernement est aux ordres du MEDEF. Non, c'est une question. Et quel est son intérêt? En tout cas, ils ouvrent grand leurs oreilles à l'égard du MEDEF. Il ne vous a pas traversé une seule seconde l'esprit, même si, par ailleurs, je trouve ces rapports bien insuffisants à mes yeux, que le gouvernement essaye pour une fois dans ce pays d'agir dans le sens de l'intérêt général et peut-être de faire baisser enfin le taux de chômage. Vous n'imaginez pas, regardez-moi, je suis peut-être le seul entre vous deux. Ça n'est pas en révisant le code du travail qu'on fera baisser le chômage. Je suis peut-être le seul entre vous deux à avoir créé un emploi. C'est parce qu'ils auront des carnets de commandes remplis que les entreprises... Vous rigolez. Voilà. C'est parce qu'ils ont des Et donc, j'ai regardé dans le code du travail ce qui intéressait ma salariée. Mais formidable, parlons d'expérience. Mais je vous jure que si je devais appliquer le code du travail à ma salariée, mais ça ferait longtemps qu'on ne travaillerait plus ensemble. C'est juste devenu... Vous le respectez pas. Mais bien sûr que non, mais c'est juste devenu complètement impossible. Alors vous savez... Qu'est-ce qui vous posait problème? Qu'est-ce qui est impossible? Par exemple, je préside un think tank. Oui. Un think tank appartient à la... un cercle de réflexion. Voilà, c'est un think tank, on dit football, on dit pas... Oui, mais enfin, on est en France. Vous dites souvent balle au pied quand vous parlez de football. Oui, moi aussi. Et donc oui, c'était quoi le problème avec votre employé? Alors, aucun problème, parce qu'elle est formidable. Mais si vous voulez, on est justement dans une nouvelle relation de travail qui est beaucoup plus horizontale, qui est beaucoup plus dynamique, où la relation de subordination... Mais quel article du Code du travail je vais vous dire, on a regardé la convention collective
à laquelle nous sommes soumis. Je sais que ce n'est pas le code du travail. Ça fait partie de l'ensemble. J'ai regardé, bien sûr que non, j'ai regardé oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'elle est inapplicable. J'ai regardé la convention collective des bureaux d'études techniques. Concluez, Gaspard Koenig. Hyper moderne. Bon. Mais donc, qui me dit d'abord qu'il donne un temps de travail. Aujourd'hui, ça n'existe plus, le temps de travail. Je suis désolé, il faut passer au forfait jour. Le temps de travail, les gens font leurs achats au bureau. Oui, je sais, mais les gens font leurs achats au bureau et évidemment, les gens répondent à leurs mails et tweetent quand ils sont chez eux. Donc, l'idée d'une journée du travail dans un monde de services est close. Et on nous dit, les femmes... On a compris. Les femmes, attendez, les femmes... Et alors, on distingue les hommes et les femmes dans cette convention. Je me Très bien, cette convention sera donc sexiste. Ont le droit à un repos de 11 heures. Ça veut dire que quand je l'invite à un dîner le soir, qui est un dîner de travail, il faudrait qu'elle parte à 22 heures. On ne veut pas connaître la suite de Cendrillon. Gaspard Koenig, oui, vous allez prendre la défense des travailleurs, mais juste après que je vous serve sur un plateau un homme qui boit du Coca Light, peut-être boisson impérialiste. En tout cas, c'est le vilain du soir, selon Thibault Nolte, c'est Jean-Denis Combrexel, haut fonctionnaire et auteur du fameux rapport qui préconise la réforme du Code du travail. Faut-il licencier Jean-Denis Combrexel? Bang bang. Ils sont au centre de l'histoire et méritent forcément quelques déboires. Faut-il licencier Jean-Denis Combrexel? Sur la planète aride du droit du travail, Jean-Denis Combrexel est un léon. Un type honnête, loyal et droit, mais un tueur à gages. Embauché par Jospin comme grand sachem de l'administration du travail, il a servi 9 ministres de droite et de gauche. Avec la régularité du coucou, il poursuit son œuvre, assouplir le droit du travail. En clair, lui administrer une branlée si impériale qu'il ne pisse plus jamais droit. En 2006, Jean-Denis défendait le réputé très précaire contrat première embauche. Dans un rapport, il dénonçait aussi les effets pervers d'une augmentation du SMIC. Plus tard, JD demandait même aux inspecteurs du travail de lever le pied sur leur contrôle à la poste. En parfaite harmonie idéologique, son dernier rapport reflète à merveille le mojo présidentiel, permettre une meilleure adaptation du droit du travail à la réalité des entreprises. Une réalité des entreprises observée d'assez loin par JD, puisque du ministère du Travail au Conseil d'État, le haut fonctionnaire n'a jamais mis un pied dans le privé. Quant à une meilleure adaptation lorsqu'il était encore au ministère du Travail, il s'est colté avec la totalité des syndicats qui ont dénoncé l'inutilité de leurs innombrables chefs. Et pour son départ, certains ont persiflé. Jean-Denis Combrexel remerciait enfin une bonne nouvelle. JD, santé. C'est l'histoire des mauvais rapports d'un homme de rapport, bien sous tout rapport. Merci Thibault Nolte. Arnaud? Alors là, je ne comprends pas bien ce qu'on reproche à ce pauvre monsieur Combrexel. Je lis ça dans Libération. Combrexel, il a été choisi pour diriger cette mission parce qu'il était plus modéré que Gilles Berset. Alors Gilles Berset, il est absolument un ultra parce qu'il était conseiller de Martine Aubry. On le considère comme un père des 35 heures. Et je vois que tout ce débat a aussi été animé avec Robert Badinter. Alors, Gérard Filoche, je ne comprends pas, tous ces gens sont de gauche, se revendiquent de gauche, travaillent avec un président de gauche, premier ministre de gauche. Donc, qu'est-ce que c'est que ce débat sur le travail qui n'est pas thatchérien, ultralibéral? C'est à gauche, ça se passe. Est-ce que vous pouvez m'expliquer? Je vais vous expliquer d'abord le code. Non, une querelle de gauche. Oui ou non? Une querelle de gauche, pourquoi? Parce qu'il s'agit de défendre les droits des salariés ou non? Le gouvernement de Malvel... Oui, non mais répondez à la question. Le gouvernement de Malvel n'a pas fait une seule chose de positive pour les salariés depuis qu'il est en place. Et depuis 2 ans, les salariés sont en deuil d'attente que la gauche les satisfasse leurs revendications. Donc il faut les protéger. Il faut les protéger, monsieur, contre le licenciement. Le licenciement, c'est un droit de l'homme. Déclaration universelle des droits de l'homme de 48. Le licenciement, c'est un droit de l'homme, c'est ça que vous dites? La protection, c'est un droit de l'homme. Déclaration universelle de 48, la Charte européenne de 99 et la Convention 158 de l'OIT. Et la liberté d'entreprise également. La liberté d'entreprise également, décret d'Allard. Je suis en train de vous dire que le Code du travail protège les salariés. C'est-à-dire que l'enjeu, la phrase qui a été dite... Avec tout le chômage qu'on a, est-ce que... Faire deux phrases, monsieur. Oui, mais... La phrase qui a été dite tout à l'heure, elle dit qu'il s'agit, c'est celle du président, elle dit qu'il s'agit d'adapter le Code du travail aux entreprises. Ça fait 100 ans dans notre pays qu'on fait le contraire. C'est-à-dire qu'on essaie d'adapter les entreprises aux droits des humains. On est peut-être allé trop loin. Oui, non, c'est philosophiquement, théoriquement, ça n'a rien de gauche de dire qu'on va adapter les humains comme des robots aux entreprises. Moi, je défends les droits de l'homme. Je défends les droits des salariés. Très bien. Ce code, il est fait de sueur et de sang, de lutte et de larmes. Oui. Il a fallu un siècle pour le construire. Oui, mais il y a 5 millions de chômeurs. Alors, pas de gauche. Je vous réponds. D'accord. Claire Allais, vous êtes lyrique. Laissons parler Claire Allais maintenant, Gérard Filoche. Comment vous expliquez ce débat aujourd'hui là?
Je reviens sur ce que je disais, sur le fait que ça n'est pas en s'attaquant au code du travail qu'on va créer de l'emploi. Je pense que c'est une mauvaise piste. Par contre, tout n'est pas à jeter dans les pistes qui sont évoquées en ce moment. Par exemple, de favoriser la négociation et le dialogue social. Ça, c'est une bonne piste. Par contre, il y a un paradoxe dans ce qui a été proposé là, cette semaine. Le rapport Combrexel proposait qu'on prenne 4 ans pour permettre la formation des syndicalistes, la formation des DRH et des managers, pour qu'il y ait une négociation sociale au sein des entreprises qui soit plus vivante et effective. Sauf que le Premier ministre Manuel Valls veut présenter un projet de loi d'ici 3 mois. C'est un projet de loi de méthode. Il dit c'est la manière dont on va former pendant 4 ans ces gens-là. Problème de calendrier. Voilà, exactement. Vous remplacez la loi par le contrat. Oui. Alors, si vous faites ça, vous changez de République. Non, mais... Parce que la Constitution française dit que c'est le Parlement qui légifère en droit du travail. C'est l'article 34. Et si vous changez de méthode et vous soumettez la loi au contrat, alors vous laissez les salariés à la pression du patron au lieu de les protéger par les lois de la République et l'ordre public social. Non. Parce que dans la relation de travail, il y a inégalité entre l'employeur et le salarié. On a bien entendu. Compenser ça par une contrepartie en termes de loi. Alors, je voudrais évoquer un autre point ou une autre piste du rapport que vous avez remarqué, Nadia. C'est quoi? C'est le secteur de l'économie digitale ou plutôt numérique qui pourrait être un laboratoire de quoi? De relations sociales? On ne sait pas très bien en fait. Et c'est le chapitre 27 du rapport. Il s'attaque donc à ce que Combrexel appelle l'économie digitale. L'économie numérique, ce serait le terme plus juste. Et c'est un chapitre quand même essentiel puisqu'on a beaucoup parlé ces derniers temps de révolution numérique, d'ubérisation de l'économie. Je vais vous citer une partie du chapitre, vous allez me dire si vous comprenez la même chose que moi. Il pourrait être donné aux chefs d'entreprise en pointe dans l'économie digitale la responsabilité, avec les salariés et les syndicats, d'innover, d'inventer à titre expérimental et dérogatoire de nouveaux modes de relations sociales. Alors, de nouveaux modes de relations sociales, c'est très joli, mais ça veut tout et rien dire. Il s'agirait quand même, si on comprend bien, de laisser au patron de ces entreprises toute latitude en matière de rémunération, durée de travail, mobilité. Je précise quand même que Combrexel a pris soin, lui, de préciser que ce n'était pas une zone de non-droit. Est-ce qu'on va le croire sur parole, Gaspard Koenig? Qu'est-ce qui est en train de se passer là? On fait un laboratoire avec le numérique pour généraliser après à toutes les entreprises? Bien sûr, c'est ce qui est en train de se passer. Complètement, parce que c'est ce que je disais, c'est le paradigme de demain. Et vous savez qui l'avait... Mais vous confirmez que donc les patrons ont toute latitude? Mais non, parce que ce ne sont plus des patrons. C'est un monde où chacun devient son propre patron. Non, où la relation... Non, parce qu'il y a des donneurs d'ordre, il n'y a plus des patrons, et la relation de subordination ne fera plus sens dans un monde beaucoup plus horizontal, où les entreprises ne seront plus des structures fermées. Il n'y aura plus de hiérarchie, mais des réseaux. On n'en est pas encore avec des labels. Là. Et j'aimerais quand même finir en disant qui avait pressenti ce monde? C'est Marx. C'est Marx qui, dans l'idéologie allemande, je rappelle quand même que la fin du salariat était dans les statuts de la CGT jusqu'en 1995. Et ils avaient bien raison. Et que disait Marx? Il disait que l'idéal, c'est la possibilité de faire aujourd'hui telle chose, demain telle autre, de chasser le matin, de pêcher l'après-midi, etc. C'est exactement le monde dans lequel nous entrons, où nous allons donner des cours de matin, conduire une voiture l'après-midi, faire un peu d'informatique le soir, et où effectivement l'industrie va disparaître derrière la robotisation. Pour les riches et pour les jeunes. Qu'un chauffeur Uber, c'est un riche. C'est ça que vous nous dites. C'est ça que vous nous dites. On m'en a envoyé un, il fait 20 heures par jour, le pauvre. Il n'a pas d'horaire, il n'a pas de salaire, il n'a pas de droit. Et c'est pour ça. Monsieur Filoche, moi j'ai quand même une question. C'est François, je reviens sur la politique et l'action qu'il va y avoir. François Hollande, Manuel Valls, on dit on touche pas aux 35 heures, on touche pas. Attendez, mais lui, François Hollande a dit que non. Et Manuel Valls a dit que c'était clos. On ne touche pas au SMIC et on ne touche pas au CDI. Donc finalement, vous avez gagné. Mais non, c'est pas du Alors tout. sur les 35 heures, pardon, je me permets de répondre. Manuel, effectivement, François Hollande a dit à sa conférence de presse que les 35 heures resteraient la durée légale du travail, mais que la prochaine loi dont a parlé Manuel Valls permettrait davantage de dérogations. Il y en a déjà plusieurs. Et d'ailleurs, les entreprises ne s'en sont pas beaucoup emparées, en fait. Ils ne sont pas revenus sur leurs accords d'entreprise. Vous parliez, qui parle d'entreprises étendues, avec des gens qui sont indépendants. Ils auront des missions qui ne seront pas contrôlées par l'horaire. Ils seront payés à la tâche, comme au 19e siècle, pour les dentelières, ou pour les fabricants de cravates à domicile. Et ça, c'est prévu dans le rapport du DRH que vous citiez. Et ça, c'est la révolution culturelle que vous souhaitez, Gaspard Koenig. Mais que Manuel Valls a cité aussi. Donc ça veut dire qu'il l'appuie et le soutient. Mais c'est bien c'est le contournement des 35 heures. Mais c'est bien pour ça que dans ce nouvel univers qui émerge, et je partage parfaitement ce constat, il faut... Attendez,
parler. Mais moi aussi. Laissez-le parler, s'il vous plaît. Il faut conclure dans pas longtemps. Et justement, face à l'émergence de cet univers, il y a ceux qui veulent absolument s'accrocher au modèle du salariat. Vous voulez dire que Gérard Filoche est un dinosaure, c'est ça? Requalifier les contrats de travail en salariat, comme ça. Je défends le salaire, l'horaire, la dignité, le respect, la santé. Moi, j'ai dit, il faut justement inventer des régulations, ubériser, si vous voulez, le droit du travail, inventer des régulations qui soient conformes à ce nouveau monde. Et nous proposons des choses. Nous proposons un statut de l'actif. Je n'ai vu nulle part des droits proposés aux actifs. Nous proposons un revenu universel. Nous pensons que dans ce monde, pour qu'il tienne, il faut un filet de sécurité. Une dernière question. Revenons sur la négociation. Les vrais sujets. Les syndicats sont... Le rapport Combrexel, je pars du rapport... question. Je pars du rapport Combrexel. Il propose que ce soit les syndicats qui négocient. Il y a 5% de syndiqués dans le privé. Il y a très peu de syndiqués dans les petites entreprises. Comment on fait concrètement sur le terrain? Impossible. Il y a 1 200 000 entreprises. Vous avez 30 secondes, Gérard Filoche. 22 000 qui ont un accord d'entreprise. Donc ça veut dire que pour 1 180 000, le rapport Combrexel ne sert à rien. Et en plus, lui, avec 44 points, il fait une telle usine à gaz que ça sera plus compliqué que le Code du travail. Quand on fait des contrats et des conventions, les gens savent, ils ont des contrats d'assurance. C'est écrit en tout petit. C'est fini. Le patron, il sait ce qu'il fera. Tandis que la loi, c'est clair, ça protège. Je vous renvoie à la tribune de Gaspard Koenig dans Le Point, à votre site internet, tribune d'aujourd'hui, et au site de Gérard Filoche. J'ai fait un truc sur 10 points pour reconstruire le Code du travail et la critique. Très bien. Et au livre de Gérard Filoche, Vive l'entreprise. Merci à tous les trois. L'émission continue. On poursuit notre décryptage de... Il me dit merci. Vous restez. Notre décryptage de l'actualité avec la malice et la légèreté de Jean-Mathieu Pernin et Xavier Mauduit. Un pas de côté grâce à des informations qui auraient pu vous échapper, même si vous êtes fort sagace. Ce sera après des intox, la brigade de vérification des faits qui est de retour, toujours pertinente ce soir. Xavier Bertrand, député, ouvrez les guillemets, les Républicains, fermez les guillemets, et les étranges, fiche S. Comment le ministère de l'Intérieur doit-il gérer les étrangers fichés S, c'est-à-dire potentiellement dangereux? Cette question agite à nouveau la droite française depuis l'attentat raté du Thalys du 21 août. La dernière proposition farfelue en date vient du côté républicain. Selon le député Xavier Bertrand, il faut tout simplement les emprisonner. Je préfère les emprisonner, très clairement. Et qu'on ne me dise pas que c'est impossible, l'Angleterre, quand il y a un danger imminent pour la nation, c'est donner les moyens de les emprisonner. Si l'Angleterre le fait, alors. Mais pris d'un doute, Desintox a quand même décidé de vérifier. L'attaché de presse de Xavier Bertrand argumente. Son chef s'appuie sur une loi antiterroriste votée en 2005 après les attentats du métro de Londres. Mauvaise pioche. La loi en question ne prévoyait pas d'emprisonnement pour ces individus soupçonnés de présenter un risque sans qu'ils soient passés à l'action. Il est prévu. Une garde à vue de 2 à 4 jours et une série d'obligations, assignation à résidence, restriction des communications ou encore interdiction d'acheter certaines substances. Mais surtout, cette loi a été annulée entre-temps. Elle a été remplacée en 2011 par un nouveau texte qui oblige à détenir plus de preuves pour punir les individus à risque, mais toujours pas d'emprisonnement. Pour trouver un dispositif de ce genre côté britannique, il faut en fait remonter aux années 70. En pleine lutte contre les indépendantistes irlandais, l'Irlande du Nord avait mis en place les internements administratifs, qui permettait d'emprisonner n'importe qui sans procès. Cette mesure, finalement supprimée en 1980, avait provoqué la manifestation débouchant sur le tristement célèbre Bloody Sunday. C'était en 1972. Voilà, merci, Desintox. Voilà les 2 garçons dans le vent, ils sont beaux, ils sont merveilleux, les 2 zigotos qu'on adore. Un historien, Xavier Mauduit, un journaliste spécialiste de culture populaire, Jean-Mathieu Pernin, pour débusquer, vous, des pépites dans l'information, le flot de l'info, et vous, éclairer le présent avec le passé. On parle mariage, Xavier Mauduit? Parlons mariage. Parlons mariage. Non, alors parlons mariage parce que le pape François, miséricordieux avec tous les égarés du conjugal, vient d'assouplir un peu les procédures d'annulation des mariages. Et ça vous a rappelé quoi, Philippe Auguste? Exactement. Saint-Eddy Mitchell nous avait prévenu. Le pape a dit que l'acte d'amour sans être marié est un péché. Pas de boogie-woogie avant vos prières du soir. On le sait tous. Surtout, le pape a dit que le mariage est sacré et on ne peut pas l'annuler n'importe comment. Et il faut faire attention, c'est ce qu'a bien compris le roi Philippe Auguste. Eh oui, c'était le 14 août 1193. C'est vieux, hein. Le roi cherchait une épouse en fait pour contrer l'Angleterre. Alors il a cherché, il a trouvé une princesse danoise. Elle était belle, mais une princesse magnifique. En plus, elle avait un prénom complètement érotique, j'adore. Ingebrug. Ah. Oui, Ingebrug. Dit comme ça. C'est incroyable. C'est beau, hein? C'était une nuit d'étoiles. Alors, le roi et sa princesse se retrouvent à Amiens, donc le 14 août 1193. Et là, le roi mais il tombe sous le charme, il n'en peut plus lui. Il exige même que le mariage ait lieu. Mais là, tout de suite, sur le champ, dans la cathédrale d'Amiens, c'est très beau, c'est magnifique. Coup de foudre. Ouais.
Enfin bon, le lendemain, c'est la consternation. Le roi exige que le mariage soit annulé. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qui s'est passé pendant la nuit de noces? En fait, on ne le sait pas vraiment, c'est un mystère. Ouais. Mais, alors, des explications ont été avancées. Alors, la première est géopolitique. Le Danemark aurait refusé d'attaquer l'Angleterre. Alors, bien sûr, l'alliance n'a plus aucun intérêt. D'accord. Mais enfin, tout ça en une nuit, moi, j'y crois pas trop. Alors, la seconde explication est beaucoup plus intéressante. En plus, elle nous est rapportée par 2 chroniqueurs qui étaient présents ce jour-là, le chapelain et le médecin du roi. Philippe Auguste aurait dit: elle m'a noué l'aiguillette. Aïe, 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 voilà, c'est ça. Elle était tellement belle et a pas pu. 3 fois, il a essayé et a pas pu. L'aiguillette complètement nouée. C'est une horreur, hein. C'est ce qui arrive. Ouais, en plus, le pape, lui, il dit pas d'annulation de mariage parce que l'explication n'est pas vraiment valable. Il a consommé le mariage. Il n'est pas consommé. En fait, honnêtement, après, il l'a fait. Mais bon, sur le coup, voilà. C'est une autre histoire. C'est un autre soir. Mais voilà, ça marchait pas. La pauvre Ingebruge a été jetée dans un couvent. Mais c'est absolument horrible. Mais ça nous explique pourquoi, depuis ce jour, le pouvoir est très soucieux de ces questions-là. S'abstenir, c'est choisir l'impuissance pour la France. Voilà, l'impuissance du pouvoir. Restons groupés, Jean-Mathieu Pernin, mais à quel prix? Exactement, parce que j'ai une question un peu triste finalement à vous poser. Qui n'a pas pleuré toutes les larmes de son corps en apprenant la séparation de son groupe de musique préféré, hein? C'est terrible. Nadia peut-être avec AA, je sais. En tout cas, voilà, qui n'a pas également pleuré toutes les larmes de son corps en apprenant également la reformation de son groupe préféré? Parce que c'est là où on se dit, mais qu'est-ce que je suis vieux en fait, quoi. Demain, Téléphone se reforme, hein. C'est vrai que tout le monde l'a annoncé. Alors, ils ne se reforment pas sous ce nom parce qu'ils n'ont pas droit juridiquement. Il n'y aura pas la bassiste, Corinne Marionneau avec eux. Donc, ils se reforment sous le nom Les Insus. Et ça tombe bien parce que le 20 novembre prochain, il y a une réédition de tous les albums de Téléphone qui sort. Ça alors, en fait, ça n'a rien du tout à voir avec le hasard, puisque si la reformation de groupe, c'est une politesse envers le public, c'est aussi une politesse envers son contrôleur d'impôts, parce que ça rapporte énormément d'argent. Ainsi, on va prendre un exemple, le groupe Police. Vous savez, il s'est reformé en 2007. Ils ont fait 1 an de tournée. Ils ont fait 50 concerts et ils ont touché 92 millions d'euros. Et voilà, le job est fait. Salut, on se revoit dans 30 ans et on ne se reparle plus. Donc c'est très difficile pour un groupe de ne pas succomber à la tentation de la reformation. Mais il y en a un, quand même, qui l'a jamais fait. Et c'est peut-être le groupe le plus mythique. Et pour cause. Non, justement. Alors, les 4 de Liverpool, hein, les Beatles, ne se sont jamais reformés, n'ont jamais joué, ne sont même pas apparus ensemble après la séparation du groupe en 1970, donc bien avant la mort de John Lennon, hein, puisque George Harrison avait dit d'ailleurs les Beatles ne se reformeront pas tant que John sera mort. Voilà, en tout cas, parce que l'ego des musiciens est une muraille si épaisse que parfois, hein, l'envie des fans se brise dessus. Voilà, poésie. Voilà, comme ça, je le lance. Voilà, on ne sait. Arnaud, on ne sait jamais. Allez, bluffé par cette chute. En tout cas, la reformation, c'est vrai que c'est le fantasme du public et surtout des producteurs. Ça perpétue le mythe de la jeunesse éternelle et de toujours cette phrase, qu'est-ce que c'était bien quand même à l'époque, parce qu'en amour comme en musique, la rupture, c'est une question de tempo, hein, pour provoquer un choc générationnel. Il faut bien la préparer, sa rupture, pour que 30 ans après, on apparaisse comme des sauveurs. Alors à tous les groupes qui nous écoutent, moi je vous conseille, pour avoir un maximum de disques d'or, séparez-vous le plus souvent possible. Question de timing. Oui. Merci mes amis, merci aux aiguillettes et aux Montvelus qui nous ont regardés. 28 minutes est terminé, à suivre sur l'antenne. Heimat, une chronique allemande, à 22h50, c'est un chef-d'œuvre. Hein. Et avant ça, les 2 derniers épisodes de notre série, et votre série à vous aussi, The Team. On se retrouve demain avec le club, plus Jean Quatremer à 20h05, donc tchuss bis morgen.